Chers amis et bien évidemment très chers ennemis, bienvenue dans cette rubrique intitulée, comme vous le savez, Quelle semaine ? En France, vraiment, on n'a pas besoin d'avoir Netflix. La vie politique se charge grandement de nous occuper. Je ne dirais pas de nous divertir parce que c'est quand même vachement, vraiment angoissant. Je ne sais pas comment vous vivez la période que nous traversons, mais la plupart des amis que je rencontre me disent qu'ils ont la boule au ventre, qu'ils sont angoissés. Non pas de qui arrivera au pouvoir, parce qu'ils espèrent que le Rassemblement national y arrivera, mais des difficultés économiques, sociologiques, politiques, sanitaires, de toute nature que le pays rencontre. Bon, on vit une disqualification économique qui est quand même spectaculaire. Et on a affaire à des gens, en plus, vous l'avez remarqué, qui osent donner des leçons. Non mais Darmanin qui ose donner des leçons d'économie. Le maire qui ose donner des leçons d'économie. Non mais vraiment, ils ont, vous me l'accorderez, un sacré culot. Alors, ce qui a marqué la semaine, enfin moi je l'ai vu comme ça, à chacun de percevoir les événements comme il peut, comme il veut, comme il le ressent. Moi, je trouve que cette semaine, en dehors des horreurs, de l'horreur dont on va parler, bien sûr, elle a été marquée par la mobilisation de l'extrême gauche et de la gauche épuisée, fatiguée. On a vu tenter de descendre dans la rue, parce qu'ils votent pas, ils vont pas voter pour changer, pour s'opposer à un régime politique. Ils vont pas voter, ils vont dans la rue. Le vote, c'est pour les démocrates, les imbéciles de démocrates. Eux, ils ont eu un système beaucoup plus efficace. Ils vont dans la rue. Alors on vous dira, on a le droit de manifester, oui, bien sûr. Mais enfin, on manifeste en général pour des motifs d'ordre économique, d'ordre sociétal. Mais on ne manifeste pas contre un parti politique dans le cadre d'un vote. Bon. Mais on a vu une espèce d'épidémie molle. Il faut dire que cette fois-ci, ça n'a pas trop marché. D'individus de toutes sortes qui ont voulu manifester pour s'opposer à ce que le capitaine Marleau, vous savez, la Corinne Mazuro, je me souviens plus comment elle... Oui, c'est ça, je crois. Je crois, excusez-moi si j'abîme son nom, c'est pas fait volontairement. On l'a vu même traiter de bâtards les électeurs du Rassemblement national dit d'extrême droite. Alors, les sportifs, les artistes, les journalistes, les syndicats, même le syndicat de la magistrature, qui s'en balance de la justice, mais qui se préoccupe beaucoup des lendemains politiques. Des évêques. Alors là, les évêques, pour une fois, ils ont été prudents. D'habitude, de Lourdes, je crois, ils orientaient un peu le vote quand même. Mais là, ils se sont simplement contentés de faire réciter dimanche, à la fin de la messe, une prière. Comme si le bon Dieu était préoccupé par le sort de nos urnes. Enfin, nous réciterons la prière, mais je ne crois pas, chers évêques, que cette prière aura une grande influence auprès de notre Seigneur, qui peut faire pleuvoir quand il veut, mais qui, à mon avis, ne veut pas faire voter, parce que je crois que par son Fils, il nous a dit qu'il fallait rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il y a aussi les pasteurs qui y sont allés. Le recteur de la grande mosquée, le recteur de la mosquée de Lyon, qui est un proche des islamistes turcs. Celui-là, alors, il a dit qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite. Il manque pas de culot. Et puis on a vu aussi les artistes. Eh bien oui, si un artiste dans une campagne électorale ne s'affiche pas, ils n'ont pas été nombreux, ce qui est un signe des temps. Si un artiste ne s'affiche pas dans une campagne électorale,
contre le Rassemblement national, il a l'impression qu'il va perdre des cachets, des contrats. Alors on a eu bien sûr l'incroyable capitaine Marleau, Corinne, Notre-Dame des Mouches, qui a cru bon, dans un phrasé clochardesque, il faut bien le dire, a cru bon de s'en prendre au Rassemblement national. Il y a eu Marion Cotillard aussi, et qui a exhibé un pins « La jeunesse emmerde le Front national » qui date de 1992. Il faudrait quand même qu'elle mette sa montre politique à l'heure, notre chère Marion Cotillard. Et puis on a eu bien sûr, Noah. S'il n'y avait pas Noah, ça ne serait pas normal, quoi. Il fallait évidemment, comme Omar Sy, qu'il soit là. Sinon, l'indignation est dépeuplée. Et puis Mbappé, qui n'a pas eu le nez là, hein, qui a cru bon lui aussi de s'exprimer, Thuram et compagnie. Bon, tout ça maintenant, ça n'a plus du tout l'impact, l'influence que ça avait autrefois. Il y en a un, Skézy, je ne sais pas si on prononce comme ça, hein. Si ce n'est pas comme ça qu'on prononce, excusez-moi. Lui, il appelait à voter contre le RN et il a perdu 100 000 abonnés d'un coup. Ça en dit long quand même. Ça en dit long. Mais pour conclure là-dessus, parce que c'est un chapitre anecdotique, je voudrais vous citer et écouter. Je sais qu'on n'aime pas les citations, je sais qu'il ne faut pas le faire, mais ça vaut la peine. C'est Ariane Mouchkine dans Libé. Le comble, dans Libé. Aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'une prise de parole collective des artistes soit utile ou productive. Une partie de nos concitoyens en ont marre de nous, marre de notre impuissance, de nos peurs, de notre narcissisme, de notre sectarisme, de nos dénis. Tout est dit. Liberté, égalité, fraternité, ça c'est beau. Et il faut rajouter, de tous vos mensonges, on en a marre. Ça pourrait être aussi la devise des vrais républicains. On en a marre de voir toutes les horreurs qu'on voit. Viol en Réunion samedi d'une jeune fille juive de 12 ans à Courbevoie. 12 ans, la gamine, à Courbevoie. Un député LFI, parlant d'elle, a osé dire une jeune femme à 12 ans. 3 jeunes, tous mineurs, ont été interpellés. 2 ont été mis en examen pour viol, menaces de mort, injures et violences antisémites. Ils ont été, pour ces 2-là, incarcérés et l'histoire horrible nous révèle que cette malheureuse gamine de 12 ans, cette adolescente, a été ainsi traitée parce que l'un des jeunes, paraît-il, avec lequel elle aurait eu une relation, aurait appris qu'elle était juive et qu'elle parlait mal de la Palestine. Et c'est pour ça qu'ils l'ont, le 15 juin dernier, violée, rouée de coups, qu'ils lui ont imposé une pénétration, qu'ils lui ont imposé de faire une fellation, sous la menace de mort et sous les propos antisémites. Voilà aujourd'hui la réalité. Alors, comme on le fait dans toutes les affaires criminelles, s'interroger sur l'environnement, sur les parents, sur l'entourage, sur les influences, s'appelle l'enquête de personnalité. On a donc le droit de savoir qui sont les parents de ces jeunes. On a le droit de savoir comment ils les ont élevés. On a le droit de savoir dans quel milieu ils sont élevés pour en arriver à cette haine raciste, antisémite. Alors ils sont mineurs, bien sûr, et ils se planquent derrière leur minorité, comme les guetteurs se planquent derrière leur minorité, et ils ont le bénéfice de l'anonymat parce qu'ils sont mineurs. Est-ce normal, parce qu'ils sont mineurs, qu'on ne sache pas qui ils sont? Est-ce normal qu'ils bénéficient de l'excuse de minorité? Est-ce normal qu'ils bénéficient de toute la gentillesse du droit des mineurs qui relève d'une époque où un mineur
n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Avoir 12 ans ou 13 ans aujourd'hui, ce n'est pas avoir 12 ans ou 13 ans du temps de Gilbert Cesbron qui écrivait Chien perdu sans collier et qui a eu cette phrase extraordinaire quand on les enferme, c'est jeunes, c'est Mozart qu'on assassine. Aujourd'hui, quand on les enferme, c'est de Landru qu'on protège les autres. Oui, ils vont bénéficier évidemment de leur minorité. Et depuis le temps qu'on parle de cette réforme de la justice des mineurs, vous ne croyez pas qu'il serait temps de la faire? Dupond-Moretti va s'en aller. Je ne sais pas où il va aller, on va peut-être le recaser, je ne sais pas. Mais la réforme des mineurs n'aura pas eu lieu. Et c'est un impératif de protection générale qu'elle ait lieu. Alors, à la faveur de ce drame, il y a ceux qui légitimement ont pleuré, il y a ceux qui, par obligation, ont manifesté, il y a tous les politiques, bien sûr, et c'est légitime, qui ont voulu s'exprimer. Et on a posé la question, les faits divers peuvent-ils réellement peser sur les élections? C'est ce qui fait dire du reste à certains hommes de gauche que l'antisémitisme de gauche est instrumentalisé par la droite. Ah, quelle folie d'écrire ça! Ça veut dire que l'antisémitisme à gauche, il existe, et que ce qu'on appelle l'instrumentalisation n'est ni plus ni moins que la révélation d'une réalité. Alors, depuis le viol en Réunion de samedi dernier de cette pauvre jeune fille de 12 ans, la question se pose de l'impact du drame sur les élections. Il faut d'abord savoir qu'un viol, c'est une destruction. C'est une destruction. Et que cette malheureuse jeune fille a été victime d'un acte de destruction. On sait que depuis le drame israélo-palestinien, les actes antisémites ont terriblement augmenté. 366 faits antisémites depuis le premier trimestre 2004, pour globaliser. Mais depuis que le drame israélo-palestinien, avec l'horreur qu'a vécu Israël, s'est installé en France et dans le monde, surtout en France, l'antisémitisme sévit et on sait d'où il vient. Qu'on n'aille pas nous raconter d'histoire, on sait d'où il vient. Même si on a la lâcheté de ne pas le dire, il y a une hausse des actes antisémites de 300%. À Alfortville, un adolescent se fait traiter de sale chrétien, sale juif. La haine judéo-chrétienne, la haine des judéo-chrétiens, parce que cela aussi se matérialise avec les agressions contre les églises, les profanations. N'allez pas me faire croire que tout cela n'est pas lié. 2 individus de type nord-africain, des mineurs, l'ont insulté et ont ajouté qu'il méritait de se faire écraser en raison de sa religion. Alors, tous les hypocrites, à ce moment-là, sont descendus dans la rue. Quand les événements, à un moment donné, se rencontrent, ils provoquent forcément une onde de choc. Alors là, on assiste à une hypocrisie. Faure, de gauche, par exemple, qui ne sait plus où se mettre, quand on lui demande qu'est-ce qu'il fout dans cette espèce de nouveau front populaire, à propos duquel, du reste, c'est très drôle et très triste en même temps, Madame Pajot, interrogée, ne savait même pas que Léon Blum avait présidé le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Elle ne le savait même pas. Bon. Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi le maire du 4e arrondissement qui se fait reprendre parce qu'il participe à une manifestation, alors qu'il est là en train de manifester contre un acte antisémite, mais qu'il participe avec les complices, finalement, par propagande, hein, par exaspération de toute cette situation. Il se fait rabrouer. Bon, on voit bien que, en tout cas, l'intervention de tous ces gens n'a pas beaucoup d'impact. Et pour revenir à ma question initiale,
Ce que j'ai pu lire, c'est qu'il reste difficile d'évaluer concrètement l'impact direct d'un événement comme le viol de cette malheureuse sur le vote, au même titre que les débats entre candidats, par exemple, souligne Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos. C'est intéressant. Les drames, contrairement à ce que disent ceux qui accusent les autres d'instrumentalisation, n'ont pas d'impact sur le vote, pas plus que les débats qui maintenant, il faut bien le dire, nous emmerdent. On s'ennuie. Et le directeur délégué d'Aris Interactive France reconnaît que tout cela, les faits divers, les débats, ont une influence limitée. Un fait divers ponctuel peut avoir un effet, mais ne fera pas changer d'avis celui ou celle qui a décidé de voter dans un sens ou dans un autre. La réalité, au-delà de ces considérations sociologiques, politiques, c'est que le pays est maintenant dans une situation dramatique et qu'il est absolument nécessaire, je ne sais pas par quels moyens, je ne sais pas comment faire, tellement on n'y comprend plus rien, tellement on ne voit plus rien, tellement tout est sombre. Il faut absolument que le pays se redresse, qu'il y ait une période d'ordre, de rétablissement, qu'on démacronise les mentalités pour qu'on en revienne à quelque chose de sérieux, d'honnête, de stable, qu'on n'ait plus ces ringards de la politique, ces approximateurs de la politique, ces improvisateurs, qu'on ait des gens sérieux, solides, avec lesquels on puisse travailler. Mais là, il faut un coup de vent, le grand coup de vent électoral. C'est le seul Mistral qui peut souffler pour faire partir au loin tous ces moustiques de la politique qui ne servent à rien sinon à faire un fond permanent de bruit. Et oui, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. On sera le vendredi, il y aura le samedi, c'est une évidence, et il y aura le dimanche. J'espère que ça sera la fête dimanche. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, vous êtes de plus en plus nombreux et on va monter en puissance. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche parce que nous, mes amis et moi, au-delà de toutes les querelles politiques dont on se fout, on pense à la France. On veut travailler. On veut continuer à dire ce qui ne va pas et à faire ce qui peut aller, et on a besoin de votre aide. Appuyez sur la cloche, j'aime bien l'entendre quand elle teinte. Je me dis, tiens, voilà quelqu'un de plus qui arrive. Ou quelqu'une, bien sûr. Merci, à la semaine prochaine.